Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, le président chinois Xi Jinping a annoncé être parvenu avec les dirigeants africains à un consensus visant à élever les relations sino-africaines à un partenariat stratégique coopératif global. Xi Jinping a fait cette proposition lors de son discours pour la cérémonie d'ouverture du deuxième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de Johannesburg. Le sommet a approuvé la déclaration et les plans d'action de Johannesburg. Le président chinois a déclaré que ces deux documents représentaient un programme complet du développement futur des relations sino-africaines. Pour réaliser cette montée en gamme, les relations sino-africaines vont devoir se concentrer sur la mise en place des plans de coopération dans les domaines de l'industrialisation, du développement vert et des échanges interpersonnels. Xi Jinping a ajouté que la montée en gamme de relations allait injecter un nouveau souffle au développement complet des relations sino-africaines. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Johannesburg pour renouveler l'amitié sino-africaine sur le thème Chine-Afrique, progresser ensemble, coopération gagnant-gagnant pour un développement commun. Nous avons conçu un plan complet pour le développement des relations de coopération pratique. Nous avons élevé les relations sino-africaines et rédigé un nouveau projet pour la coopération sino-africaine. Nous avons également eu des échanges profonds et étendus et sommes parvenus à un consensus sur les questions internationales et régionales d'intérêt mutuel. Tout ceci a donné un rythme nouveau et fort aux relations d'amitié et de coopération sino-africaine et fournit direction et garanties politiques pour apporter des normes plus larges et plus élevées à la coopération gagnant-gagnant. Pendant le forum pour la coopération sino-africaine qui se tenait à Johannesburg, le président chinois a rencontré 17 chefs d'État africains. Ces derniers ont souligné les bénéfices que la coopération sino-africaine a apportés à leur continent. L'initiative chinoise de coopération Sud-Sud et une dizaine de programmes de coopération qui ont été annoncés au cours du sommet doivent servir le développement de l'Afrique. Pendant la réunion, le président Xi a évoqué la situation économique chinoise actuelle et présenté les derniers objectifs de développement de son pays. Il a ajouté que la Chine et l'Afrique sont deux régions interdépendantes qui présentent de nombreux avantages complémentaires. Xi Jinping a également promis que la Chine soutiendrait le projet de développement durable de l'Afrique et encouragerait plus d'entreprises chinoises à investir sur le continent africain. Les dirigeants africains ont salué le discours du président chinois. Le président zimbabwéen a déclaré que la visite de Xi Jinping renforcera l'interdépendance entre la Chine et l'Afrique. Le président namibien a quant à lui rappelé que les relations entre la Chine et l'Afrique connaissaient un apogée historique et que la coopération permettra d'aboutir sur des résultats gagnant-gagnant. Le président chinois Xi Jinping a fait une annonce anticipée de nouvelles mesures historiques et portée vers le changement afin d'injecter encore plus de vitalité aux relations déjà dynamiques entre la Chine et l'Afrique. Je profite de cette occasion pour exprimer ma sincère et profonde gratitude. Nous sommes reconnaissants des résultats déjà obtenus grâce à l'aide et au soutien de la Chine dans les domaines du commerce, des investissements, dans la finance, dans l'agriculture, dans le développement du capital humain, dans la santé, dans la protection environnementale, mais aussi dans l'accès au marché et dans l'intégration régionale. Nous accueillons le soutien de la Chine dans la détermination à transformer nos économies à travers une stratégie d'industrialisation qui sera conduite par le bénéfice commun tiré de l'exploitation de nos ressources naturelles et nos produits agricoles. Par ailleurs, nous apprécions profondément la volonté et la réactivité de la Chine pour continuer à être un partenaire clé dans le développement de nos infrastructures au niveau national, régional, mais aussi au niveau de tout le continent. Impressionné de voir le président chinois en Afrique. Son discours est unique. Il s'agit d'un discours venant d'un ami sincère de l'Afrique. Lorsque le président Xi est venu pour le forum en Afrique et qu'il a fait cette annonce, c'était pour tendre la main à l'Afrique, pour l'aider, car la Chine connaît les besoins du continent. Le président a formulé des offres généreuses et nous discutions au niveau bilatéral de la manière de permettre à la Namibie d'en tirer profit. Ainsi, nous le remercions d'être venu en Afrique et d'avoir annoncé cette coopération stratégique globale dans laquelle les entreprises chinoises participeront dans les années à venir.
Le président chinois a prononcé un discours vendredi à Johannesburg lors de l'ouverture du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Il a expliqué les politiques entreprises par la Chine dans le cadre des relations sino-africaines et a également fait savoir que la Chine allait mettre en application 10 grands projets de coopération avec des pays africains. Ces derniers contribueront à résoudre 3 des principaux problèmes que rencontrent les pays d'Afrique, à savoir la pénurie d'infrastructures, de main-d'œuvre qualifiée et de capitaux. Les 10 grands projets de coopération ont été unanimement salués. Ces projets applicables stimuleront la croissance et le développement des économies africaines. Le discours du président Xi était très encourageant, en particulier les 10 grands projets de coopération, surtout le passage concernant l'annulation de certaines dettes des pays africains. Pour la Zambie, l'aide financière ira aux régions les plus pauvres. Je pense que tous les représentants des pays africains sont ravis de voir les nouveaux projets proposés par le président chinois. La Chine a permis au Forum sur la coopération sino-africaine d'avancer et a élevé le Forum à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle nous sommes assurés du désir de la Chine de renforcer et de stimuler la coopération entre la Chine et tous les pays africains. Certaines idées, en fait, toutes les idées que le président Xi a mentionnées correspondent non seulement à la relation sino-africaine en général, mais aussi en particulier à mon propre pays. Peut-être avez-vous entendu parler de la politique que nous appelons Regard sur l'Est, que le président Mugabe a proposée lors de l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine il y a 15 ans. Cette politique était destinée à améliorer les relations sino-zimbabwéennes. C'est pourquoi je suis ravi d'être ici et d'écouter les propositions du président Xi. J'espère sincèrement que la relation entre nos deux pays s'améliorera et resplendira encore davantage à l'avenir. La réunion de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH et le sida s'est tenue à Johannesburg parallèlement au Forum Chine-Afrique. La première dame chinoise Peng Liyuan a pris part à l'événement. L'organisation est composée de 40 épouses de dirigeants africains réunis autour d'un projet commun, donner une voix à la lutte contre le virus. L'organisation s'est donnée pour mission d'améliorer la vie de familles vulnérables en mobilisant des ressources, en les conseillant et en défendant leurs droits. Le 1er décembre était la 28e journée mondiale pour la lutte contre le sida. À cette occasion, les Nations Unies ont salué les progrès significatifs réalisés dans la prévention et le traitement depuis la découverte du virus en 1984. Toutefois, la maladie reste un défi majeur de santé publique. 36,9 millions de personnes dans le monde en sont atteintes. En approfondissant la coopération entre la Chine et les pays africains, la productivité des entreprises chinoises a fait des avancées importantes lors des 10 dernières années. Parmi ces entreprises, Hisense, qui est une des principales entreprises chinoises dans l'industrie des appareils électriques, a été reconnue et acceptée en Afrique du Sud. Même si l'entreprise donne la priorité à son propre développement, elle s'est aussi efforcée de créer une situation économique gagnant-gagnant en Afrique du Sud, en apportant un haut niveau de productivité et en sous-traitant plusieurs tâches à des entreprises locales. Reportage. Hisense est arrivée en Afrique du Sud en 1994. Elle a mis sur pied le groupe Hisense et le fonds CAD. Maintenant, Hisense a 2 entreprises dans le pays. Hisense Fabrication Afrique du Sud et Hisense Holdings, qui adhèrent au principe de la technologie, de la qualité, de l'intégrité et de la responsabilité, en mettant l'accent sur la possibilité de redonner à la société d'accueil en misant sur le processus d'opération pour créer des profits. Selon l'évolution de la demande sur les marchés, Hisense a adapté ses produits et a présenté une chaîne de production plus avancée avec des normes techniques chinoises qui font évoluer l'industrie en Afrique du Sud. Par exemple, ceci n'est pas un distributeur d'eau. En réalité, c'est un réfrigérateur. Hisense a ajouté un distributeur supplémentaire d'eau sur ses appareils pour répondre aux besoins des Sud-Africains qui préfèrent boire de l'eau froide. Nous avons apporté de Chine la meilleure technologie pour soutenir notre chaîne de production en Afrique du Sud. Deuxièmement, les équipements sur notre ligne de production en Afrique du Sud sont équivalents au niveau de la Chine, même plus avancés que celui d'autres entreprises dans le même secteur. Le niveau d'industrialisation en Afrique du Sud affiche un certain retard en ce qui a trait à la production de réfrigérateurs et de téléviseurs. L'entreprise chinoise doit donc produire par elle-même certaines pièces de rechange en Afrique du Sud, comme cette bande de cachetage utilisée pour les réfrigérateurs. Avant que nous puissions établir notre usine en Afrique du Sud, la production dans le pays se concentrait surtout sur l'assemblage de télé et de réfrigérateurs.
Nous avons amené notre système de production SKD parce que celui de l'Afrique du Sud était seulement basé sur l'assemblage. Mais après que Hisense a fait son entrée dans l'industrie sud-africaine, nous avons commencé à introduire notre processus SMT pour la main-d'œuvre. Quant à la production, le niveau de notre production est inégalé en comparaison aux autres usines dans le même secteur en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la technologie? En ce qui a trait à la technologie, prenez simplement la production de téléviseurs par exemple. Nous pouvons construire des téléviseurs de 32 à 82 pouces avec des écrans courbés. Normalement, la garantie sur les appareils électriques est de 2 ans en Afrique du Sud. Mais Hisense a décidé d'offrir une garantie de 4 ans en se basant sur la confiance que l'entreprise a en ses produits. Bien sûr, le message que nous voulons transmettre à nos clients est que la qualité de nos produits est garantie. Le contrôle strict de la qualité des produits de Hisense a non seulement changé l'impression des Sud-Africains sur le fabriqué en Chine, mais a aussi apporté des retombées à Hisense. Depuis que l'usine de Hisense s'est établie et a été mise en production en 2013, l'entreprise chinoise a réalisé la production annuelle de 400 000 unités de réfrigérateurs et de téléviseurs. L'année dernière, le chiffre d'affaires annuel de Hisense en Afrique du Sud a atteint 125 millions de dollars américains en vendant 260 000 téléviseurs. Les ventes de téléphones portables ont atteint 70 000 unités et 280 000 ensembles d'appareils électroménagers, qui sont grandement appréciés par les consommateurs locaux, ont été vendus. Hisense s'est concentré sur la gestion locale depuis son arrivée en Afrique du Sud, y compris pour la production, l'administration, les ressources humaines et l'investissement. Hisense a créé 700 emplois directs et 3 000 emplois indirects dans le pays. Pendant la mise en œuvre de sa stratégie de localisation, des efforts ont été mis pour s'assurer que les deux cultures dans le secteur de l'approvisionnement soient prises en compte. Cette réalité a permis aux employés sud-africains de reconnaître le modèle de gestion de Hisense et sa stratégie de développement. Les appareils électroménagers étaient très coûteux avant l'implantation de notre processus de localisation de la production. Après sa mise en place, les consommateurs ont pu bénéficier de prix plus bas. Deuxièmement, nous pouvons offrir des emplois et réaliser un transfert de technologie, ce qui est très important. Dans la zone Atlantis où nous avons établi notre usine, le chômage avait atteint un sommet de 50% avant notre arrivée. Il y avait aussi plusieurs problèmes sociaux, de consommation de drogue notamment. Mais notre entreprise a pu offrir un grand nombre d'emplois pour que ces gens puissent travailler dans notre usine et les problèmes sociaux dans la région sont devenus beaucoup moins importants. L'Éthiopie véhicule parfois l'image de sécheresse et d'enfants affamés. Néanmoins pour la Chine, le pays localisé sur la Corne de l'Afrique est synonyme de commerce avec un gouvernement qui veut pousser son développement. Les entreprises chinoises offrent de multiples voies permettant de rendre la coopération économiquement attractive. Aujourd'hui, nous visitons une petite usine de cuir dans la banlieue d'Addis Abeba, dont les employés sont à la recherche d'un avenir meilleur. En étant un responsable, Goitum n'a pas à travailler fréquemment dans les ateliers bruyants de l'entreprise de cuir Zhongfei-Yang en Éthiopie. Ce garçon de 22 ans fait partie du management, car il est considéré comme un ami de la Chine en raison de sa parfaite maîtrise du mandarin. J'ai travaillé avec de nombreuses entreprises chinoises. Certains des employés viennent de la province du Sichuan. C'est pour cela que je parle chinois avec un petit accent chinois. Et je n'ai aucun problème de compréhension avec ce qu'ils disent. Plus de 90% des employés sont des locaux. La responsabilité majeure de Goitum est d'aider son directeur chinois à communiquer avec les employés. L'usine emploie près de 500 travailleurs et est l'une des plus importantes dans l'industrie du cuir. Elle a été largement saluée pour la quantité de devises étrangères qu'elle a apportées et a été récompensée à plusieurs reprises par le gouvernement local. Et les installations de traitement des eaux dans l'usine ont également été saluées. La mesure du niveau de COD dans l'eau venant de l'usine est bien plus bas que nos standards nationaux. Les standards dans le pays est d'environ 500 mg par litre. L'eau pure ici n'est pas dangereuse. C'est pour cela que chez nous, tout est dans l'ordre. Goitum semble heureux d'avoir trouvé un emploi dans une usine comme celle-ci, même si cela signifie être éloigné de sa grande famille. Je préfère ne pas parler de mon salaire, mais en effet, il est très élevé. J'ai 14 frères et une petite sœur. Je suis le seul à ne pas demander d'argent à mes parents, et je suis capable de payer la scolarité de ma sœur.
Il y a environ 500 employés dans cette usine. Cette coopération sino-africaine dans le domaine du cuir parvient à traiter 2 600 000 pièces chaque année. Et cela ne constitue qu'une petite part par rapport aux matériaux bruts que l'on trouve localement. L'Éthiopie possède la plus importante industrie d'élevage d'Afrique. Mais les produits de l'industrie du cuir sont assez primitifs et les articles utilisables comme les vestes sont rarement fabriqués sur place. Mais un changement pourrait se produire, alors que l'entreprise Zhongfei envisage de monter une nouvelle usine de fabrication de gants en cuir. Goitom aussi semble avoir de grandes aspirations. J'ai besoin de plus d'argent, comme ça je pourrais aller en Chine. On m'a dit que certains vêtements y sont fabriqués. Et comme je parle chinois et anglais, c'est sûr que je vais y aller pour y trouver de meilleures opportunités. Les négociateurs de 195 pays présents à Paris pour la conférence sur le changement climatique se sont mis d'accord sur un pacte pour réduire le réchauffement de la planète. Un projet d'accord sur le climat a été conclu. Après 4 années de pourparlers difficiles, les négociateurs de 195 pays ont finalisé un plan pour un pacte afin de réduire le réchauffement mondial. C'est une étape cruciale. Mais le projet est encore affecté par des centaines de questions non résolues. L'experte d'Oxfam de la politique sur le changement climatique dit que l'un des obstacles majeurs est encore la différence entre les rôles et les obligations des pays en développement et des pays développés. Ces questions portent sur les différents aspects des négociations, dont la hausse de l'ambition des réductions des émissions. Elles amènent les responsabilités dans la mise en place d'un soutien financier et c'est la question clé que les ministres devront apporter et résoudre durant les négociations de la semaine prochaine. Les discussions de haut niveau débuteront à Paris lundi. Les ministres du monde entier essaieront de transformer le projet d'accord contraignant. La Chine a exprimé sa frustration concernant le rythme lent des négociations, mais le haut négociateur sur le climat de la Chine a déclaré qu'il était confiant quant à un accord. J'espère que tout le monde ici jouera un rôle positif et un rôle constructif et aura plus de soutien la semaine prochaine afin de garantir une rencontre pleine de réussite. La délégation chinoise jouera un tel rôle. Nous nous coordonnerons activement avec les différentes parties. Étant donné les efforts faits par les gouvernements différents, nous sommes assez optimistes au sujet de la réunion. Mais alors que les discussions sur le climat entrent dans leur prochaine phase, des décisions plus difficiles devront être prises désormais. La proposition qui fait maintenant 21 pages consiste en 26 articles couvrant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les assurances pertes et dégâts, les finances, la technologie, la transparence dans les actions et le soutien. La proposition est une version allégée des 100 pages initiales rédigées à Genève au début de l'année. Le chef négociateur Su Wei a indiqué que de grands progrès ont été faits depuis. Leur attention se portera désormais sur la négociation de documents. Les plus grandes divergences se situent toujours sur les principes, comme la façon de s'attaquer aux problèmes communs, mais tout en différenciant les responsabilités. Comment mettre en place des systèmes de financement et comment adhérer au protocole. La prochaine étape se concentrera sur la négociation de documents, depuis que nous avons trouvé un consensus de base à ce stade. Et le résultat de la première semaine de travail servira de fondation à la prochaine. Les pluies torrentielles qui sont tombées sur l'État indien de Tamil Nadu ces 3 derniers jours ont diminué vendredi, mais le calvaire de dizaines de milliers de personnes est loin d'être terminé. La plupart des habitants de l'État sont toujours bloqués sur les toits de leurs maisons. Mardi, 300 mm de précipitations sont tombées en 24 heures sur la capitale de l'État, Chennai, du jamais vu en décembre depuis un siècle. Des dizaines d'habitations sont toujours submergées, des centaines de secouristes ont aidé à évacuer les habitants qui étaient piégés. Le gouvernement a installé 97 camps et fourni nourriture et abri à 62 000 personnes. Les autorités indiennes indiquent qu'au moins 300 personnes ont perdu la vie depuis le début des fortes pluies, il y a un mois de cela. La Force nationale indienne de réponse aux catastrophes naturelles a déclaré que les opérations de sauvetage s'intensifient à Chennai à mesure que la pluie diminue. Cependant, les critiques fusent contre le gouvernement qui n'a pas su réagir à temps face aux précipitations les plus importantes depuis un siècle.
La pluie diminue et les opérations de sauvetage vont pouvoir être accélérées. Des hélicoptères ont largué de la nourriture sur les toits des personnes bloquées par les inondations et le ministère de la Défense a doublé le nombre de soldats déployés pour aider au sauvetage. Le chef de la Force nationale de réponse aux catastrophes dit que plus de 16 000 personnes ont été sauvées dans tout l'État et que les opérations ont été intensifiées. Nous essayons d'intensifier nos activités dans les zones qui sont encore sous l'eau et où des gens sont encore bloqués. Ils ont besoin de matériel, de l'eau et de la nourriture. Mais à part ça, nous tentons de les persuader d'évacuer leur maison pour les emmener en lieu sûr. Et il ajoute qu'il s'agit du plus grand déploiement en situation d'inondation. 50 équipes de 1500 personnes de réponse aux situations d'urgence et 200 bateaux ont été déployés dans tout l'État. Maintenant, nous essayons petit à petit de passer à autre chose car nous savons que les opérations de sauvetage ont des limites. Nous assistons l'administration d'État et nous sommes en contact permanent, particulièrement avec le département du territoire, le département des opérations de sauvetage et la police de Chennai. Et nous essayons d'assister ces agences dans la distribution de matériel. Malgré les efforts combinés, l'aide doit encore atteindre certaines zones toujours isolées. Les habitants sont en colère depuis qu'ils ont appris que les autorités avaient pris la décision de libérer les eaux de certains lacs sur le point de déborder, mais sans prévenir les habitants des environs. Le département des travaux publics dit avoir prévenu de la situation, mais que l'information n'est pas parvenue aux intéressés en raison d'une coupure des médias et des télécommunications. Pour la première fois en 137 ans, l'édition de Chennai du quotidien The Hindu n'est pas partie sous presse jeudi. Le gouvernement a restauré certains vols commerciaux à la base aérienne près de la ville et les autorités aéroportuaires indiennes disent que l'aéroport de Chennai ouvrira pendant 4 jours pour faciliter les opérations de sauvetage. Hier, certains vols techniques sont partis de l'aéroport de Chennai. Toutefois, les opérations commerciales ne sont pas possibles désormais car les sous-sols sont inondés et l'électricité n'est toujours pas revenue dans le terminal. Les responsables disent que plus de la moitié des 859 zones que compte la ville sont toujours les pieds dans l'eau. La situation pourrait encore dégénérer avec la possibilité d'apparition de maladies dans cette ville côtière de 6 millions d'habitants. Dans un communiqué en ligne, le groupe État islamique a affirmé que 2 partisans du groupe extrémiste ont mené l'attaque de mercredi contre un centre de soins pour handicapés en Californie. Cette information est extraite du communiqué quotidien du groupe Al-Bayan. L'agence de presse soutenant le groupe État islamique a affirmé vendredi que les assaillants étaient des partisans de l'organisation. D'après des sources gouvernementales américaines, la preuve n'a pas été faite de l'implication du groupe État islamique dans l'opération. Il est encore moins prouvé que le groupe extrémiste connaissait les meurtriers. Le FBI a fait savoir qu'il menait l'enquête pour un acte de terrorisme. Cependant, aucun élément ne permet de dire que le couple était membre d'une organisation extrémiste plus grande. Selon une source fédérale d'application de la loi, le mari avait eu au moins 2 contacts avec 2 groupes militants situés à l'étranger, parmi lesquels le front Al-Nosra en Syrie, affilié à Al-Qaïda. Le couple habitant la municipalité de Redland, Syed Rizwan Farouk, 28 ans, et Tashfin Malik, 29 ans, a tué 14 personnes par balle. Cette opération avait été perpétrée lors d'une fête de fin d'année à San Bernardino mercredi dernier. Les 2 assaillants sont morts quelques heures plus tard, abattus par la police. Les Vénézuéliens sont appelés aux urnes dimanche pour des élections parlementaires qui s'avèrent être un test crucial pour le gouvernement de Nicolás Maduro. Quelques heures avant l'élection, l'ambiance était à l'incertitude à Caracas. Le parti dirigeant pourrait pour la première fois devenir le parti minoritaire. Il y a eu beaucoup d'attention sur le Venezuela aujourd'hui, bien que ce ne soit que des élections parlementaires. D'aucuns spéculent que ce qui les attend pourrait être un défi significatif pour le statu quo politique. La plupart de ces 16 dernières années, les politiques vénézuéliennes ont été dominées par le chavismo, un mouvement de gauche prénommé ainsi d'après son fondateur charismatique, le défunt Hugo Chavez.
Le ton était au tout ou rien, vous êtes soit avec le chavismo, soit contre lui. Mais le Venezuela a encore en mémoire sa profonde crise économique. L'enthousiasme lié aux promesses du gouvernement pour un meilleur futur est en baisse. De multiples sondages d'opinion ont suggéré que l'opposition politique du Venezuela était maintenant plus populaire que le gouvernement. Si ces sondages sont corrects, cette institution, l'Assemblée nationale du Venezuela, pourrait prochainement être contrôlée par l'opposition. Cela n'a pas été le cas depuis 1999. Ces dernières années, l'Assemblée avait parfois plus l'air d'un ring de boxe que d'une chambre de débat. Cela pourrait-il changer ? Je pense que dans un pays où l'opposition revient avec une majorité, où il n'y a plus l'influence du président Chavez et où il y a une crise économique, le débat politique doit revenir. En 16 ans, il n'y a pas eu de réel débat dans ce pays. Mais est-ce que le gouvernement pourrait réellement travailler avec une opposition qu'il a longtemps diabolisée ? Oui, si l'opposition souhaite aider dans la construction du Venezuela de Chavez. S'ils viennent avec une approche constructive, alors oui, il y a de nombreuses choses qui doivent être faites. Son chef, Nicolás Maduro, semble prendre une ligne plus dure. Ces dernières années, il a à plusieurs reprises déclaré que si l'opposition était victorieuse, alors ses partisans iraient dans les rues pour manifester et qu'il les rejoindrait. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur CCTV Français.